Bonjour, nous abordons donc la troisième conférence spontanée, puisque toutes ces conférences que je fais sont spontanées. Et c'est la raison pour laquelle je reviens quelquefois sur un ou deux points de la précédente conférence. Alors, sur la précédente, nous avons abordé 5 critères. Sur celle-ci, nous abordons 4 autres critères. Mais auparavant, je voudrais préciser quand même 2 ou 3 points. Euh, on parle de yin et de yang. Yin, force centrifuge, et yang, force centripète. Une précision concernant yin-yang. Yin-yang est continuellement produit par l'expansion infinie. C'est-à-dire la création, la production de yin-yang ne s'arrête jamais. Elle est infinie et elle est atemporelle. Donc, yin et yang, qui sont produits continuellement, fabriquent à leur tour, produisent ce qu'on appelle l'énergie, et cette énergie, la source de cette énergie, c'est le magnétisme. Alors, je rappelle que le magnétisme est complètement inconnu dans toutes les sciences, notamment occidentales, qu'on ne sait pas exactement ce qu'est le magnétisme. On le pratique pour fabriquer de l'électricité, par exemple, mais on ne sait pas quelle est son origine et quel est véritablement son mécanisme. On en fait une description, mais on ne connaît pas, on ne peut pas reproduire du magnétisme autrement qu'avec un courant électrique, mais on ne peut pas le fabriquer à l'origine, c'est-à-dire de façon native. Donc ça, c'est très important, et il faut savoir que entre la génération de l'énergie, la production de l'énergie, est faite à partir du magnétisme, et non pas le contraire. Donc ça, c'est un point à préciser. Un autre point, actuellement, nous sommes à la fin de l'hiver 2017, et donc l'hiver n'est pas complètement terminé, l'hiver yin n'est pas complètement terminé, alors que le printemps yang est déjà présent. Ce printemps yang n'est pas un jeune yang. Jeune yang est une expression qui est utilisée par on va dire, un petit peu des téléévangélistes qui utilisent l'expression de vieux yang, jeune yang, etc. En réalité, cette expression ne correspond pas au monisme sur lequel on travaille, c'est-à-dire yin-yang, monisme polarisable en yin-yang, en 2 forces, et il n'y a pas 3 forces ou 4 forces ou je ne sais combien de forces. Donc il n'y a pas de jeune yang ou vieux yang, ou jeune yin, vieux yin. Il y a yin et yang, l'hiver est yin, le printemps est yang, et tout marche de façon bipolaire. Quand nous allons passer en été, nous aurons un printemps qui alors deviendra yin, et l'été qui prendra naissance, l'été comme phénomène yang. Donc tout marche de façon bipolaire, et on ne marche pas, on ne fonctionne pas dans le principe yin-yang de façon, j'allais dire, avec un tripôle, une triangulation, ou bien avec quelque chose qui serait quadripolaire, sauf si on fait déduire un yin et un yang à partir du yin, et un yin et un yang à partir du yang, mais ça c'est une autre approche, une autre que l'on verra plus tard. Alors, autre élément qu'il faut préciser, la macrobiotique
euh, n'est pas une méthode, ce n'est pas ce n'est pas une technique, ce n'est pas un régime de longévité ou un régime de bien-être. Si ça l'était, à ce moment-là, on rejoindrait la terminologie, on va dire, recopiée par un médecin allemand au XVIIIe siècle, XIXe, qui s'appelle Hoefland, et qui a pris ce terme de macrobiotique, et il en a fait un livre qui parle surtout d'hygiénisme, de longévité de la vie, avec des directives, on va dire des conseils, des suggestions sur comment se comporter dans la vie, comment observer une sorte d'organisation hygiénique pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Il faut quand même rappeler que la macrobiotique de George Ohsawa est une application. C'est une application, c'est une méthode qui ne fonctionne pas, si l'on ne s'intéresse pas à la philosophie du principe unique. La philosophie du principe unique, dont on connaît les deux médiateurs qui jouent un rôle important parce qu'on peut les appliquer à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans les sciences physiques ou dans les sciences humaines. Ces médiateurs sont yin et yang, mais derrière ce yin et yang, il y a la philosophie et la science d'Extrême-Orient, c'est-à-dire la philosophie du principe unique. Et si l'on pratique la macrobiotique, la technique macrobiotique qui devient une technique, si on la pratique, un peu comme le font, ou peut-être beaucoup, comme le font on va dire, des pratiquants outre-Atlantique, anglo-saxons, etc., mais même en France, si elle est pratiquée comme une technique ou un régime, il y a des conséquences. Il y a des conséquences physiologiques, il y a des conséquences mentales, et il y a des conséquences aussi qui peuvent aller sur des comportements ou des troubles du comportement, lorsqu'elle est pratiquée uniquement comme une technique. Nous en parlerons au cours d'une autre conférence spontanée, comme je le fais habituellement, mais la macrobiotique comme technique ne fonctionne pas. Elle est une sorte de technique d'hygiène, qui est d'ailleurs, nous le savons, nous le lisons, nous le voyons, qui est enseignée par exemple aux États-Unis, et tout l'aspect de la philosophie, du principe unique, du développement des états de conscience ou du jugement, les approches qui sont des approches du développement de la compréhension du yin-yang, mais surtout de la compréhension des origines de l'existence, de la vie, des conditions de la santé, de l'évolution des conditions de la santé, tous ces éléments qui sont enseignés, propagés, plutôt enseignés et transmis par George Ohsawa, tous ces éléments n'existent pas dans cette propagation qui est née aux États-Unis et dont l'auteur ou les auteurs ont voulu qu'elle soit propagée dans tous les continents. C'est évidemment un échec puisqu'on a vu comment
Certains auteurs ont terminé leur vie, et donc ça ne fonctionne pas. Donc la macrobiotique comme technique, à la façon de ce médecin allemand qui courait les cours européennes et les dîners en ville et propageait sa technique dite miraculeuse qui permettait à des aristocrates ou alors à d'autres types de populations de soi-disant de vivre 2 fois plus longtemps ou très longtemps et en très bonne santé, et bien évidemment c'était une sorte de, on va les dire, de sirop de l'abbé Souris qu'il vendait à tout le monde, mais derrière il n'y a jamais eu de principe et encore moins de philosophie qui permettait d'une part de comprendre le principe de l'existence dans laquelle nous sommes chaque jour, le principe de l'existence, le principe de la réalité du monde réel, de l'existence, qui sommes-nous, que faisons-nous, où allons-nous, qu'est-ce que la vie, comment développer sa conscience, qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que la santé, la vie, la mort. Ce sont des questions qui sont développées dans la philosophie et la science d'Extrême-Orient, qui est la source, évidemment, d'une des applications, et une de ces applications, c'est la macrobiotique. C'est une méthode alimentaire de la vie et de la compréhension des principes de vie, des principes qui génèrent l'ordre de l'univers, donc l'univers. Donc voilà, pour mettre au point, on reviendra bien sûr là-dessus, parce qu'il ne faut pas confondre entre un homme, médecin ou autre, qui réutilise un terme pris dans les textes grecs, macros biotos, macrobiotique, et qui en fait une mode hygiénique, et de l'autre côté, le mot, le terme, on va dire la dénomination dite macrobiotique, qui avait déjà été utilisée en 1930 par George Sawyer, et qui n'est pas la finalité, mais qui est une application issue d'une philosophie à la fois ancienne et moderne, et qui est issue elle-même d'une synthèse des très anciennes philosophies qui sont tirées du monde oriental. Donc voilà cette petite mise au point. Alors, nous allons parler des 4 critères que nous avons sous les yeux. L'hydratation, la densité, le milieu et le rapport potassium et sodium. Donc, c'est toujours dans le cadre de donner une application concrète, utilisable, pragmatique du yin-yang, pas seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans le domaine des sciences physiques, la physiologie, la physique, la chimie, la biologie, mais aussi dans les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie et la psychologie et d'autres sciences humaines qui peuvent être intéressantes et que l'on peut étudier avec Yin-Yang, comme par exemple l'économie, la démographie et autres. Donc l'hydratation, on peut dire que l'hydratation, c'est un des 4 éléments qui est très facile
à discerner, et qui est un des 4 éléments les plus importants. Non pas sur les 4 que vous avez ici dans les colonnes, mais parmi les 13 critères, c'est un des 4 éléments qui joue un rôle important. S'il y a de l'eau quelque part, sur une planète, ou dans le désert, à ce moment-là, la vie reprend. Donc l'eau, c'est la vie. S'il y a de l'eau, il y a une sorte de magie qui se fait dans le milieu environnemental, et qui permet à des éléments minéraux, microbiologiques et des éléments végétaux de s'animer, de se développer. Ce sont évidemment des transmutations, et l'eau est l'un des facteurs qui joue le rôle, l'un des rôles les plus importants de la transmutation d'éléments en d'autres éléments, comme par exemple de minéraux en végétaux, ou bien de certaines formes d'énergie, on va dire, d'énergie subatomique, de particules, en des minéraux. Donc l'eau est une sorte de lien actif, bien que l'eau puisse paraître passive. Elle est un lien qui joue un rôle évidemment de dissociant, de quelque chose qui solutionne les éléments, mais elle joue aussi un rôle de transmetteur des transmutations. Transmetteur des transmutations. Et donc, l'eau, c'est la vie, mais l'eau, ça peut être aussi la maladie. Et donc, lorsque, évidemment, certaines personnes, certains mangeurs, commencent à croire à cette fiction qui consiste à boire 3, 4 litres, 5, 6 litres d'eau par jour pour pour provoquer à la fois un nettoyage soi-disant du corps et une élimination des poisons ou des toxiques qu'il y a dans le corps, c'est évidemment une foutaise, et évidemment ça a été véhiculé par toutes certaines industries, dont l'intérêt évidemment est de vendre l'euro, minéral ou non minéral, avec la plus grande quantité possible. Nous savons que ce qui intéresse ces organisations ou ces industries, c'est évidemment de faire du profit. Et pour faire du profit, il faut travailler un facteur qui est très connu depuis très longtemps dans le monde humain et même dans le monde animal, c'est le conditionnement. On conditionne le mental des consommateurs, des gens qui consomment, ceux qui consomment mécaniquement. On les conditionne et on leur fait croire que l'eau, en très grande quantité, nettoie le corps et aide surtout, soi-disant, les reins à fonctionner. Ce qui est complètement absurde. Nous en parlerons au cours d'une autre conférence sur le fonctionnement des reins, le problème des quantités d'eau, ces cellules très particulières qu'on appelle les glomérules de Malpighi, comment un rein fonctionne, et surtout les dégâts que peuvent faire les excès d'eau. Donc nous savons très bien que, disons que par essence, l'eau est yin, c'est un élément yin, et donc vous avez sous les yeux soit, si on prend l'exemple de l'aliment, soit un aliment est très hydraté, très humide, et à ce moment-là il est yin,
soit il est sec, il a moins d'eau, et à ce moment-là, il est yang. Alors pour le constater, c'est facile. Si l'aliment est... quand vous le prenez dans la main, vous pouvez déjà, si vous avez une sensibilité, on va dire, psychosomatique, une sensibilité énergétique, vous pouvez sentir si un aliment est très humide ou pas humide. Vous pouvez aussi presser un peu l'aliment, si c'est un légume, un fruit, etc. Voir s'il est spongieux. S'il est spongieux, s'il est mou, à ce moment-là, c'est qu'il est très hydraté. En tout cas, plus hydraté qu'il ne devrait l'être par nature. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous savons que des aliments sont très riches en eau et d'autres moins. Mais dans certains cas, un aliment peut être, on va dire, gonflé en eau, et à ce moment-là, il est plus yin que sa nature. Alors, pour revenir à des paramètres physiologiques, nous savons que le corps humain est à peu près composé de 65% à 80% d'eau. 80% d'eau, c'est pour certains obèses ou certaines personnes qui sont gonflées, et on peut voir que la quantité d'eau est véritablement astronomique, c'est-à-dire qu'elle dépasse les moyennes humaines acceptables, et il y a des gens qui ont dans leur corps 80% d'eau, c'est-à-dire de liquide. Ce qui est extrêmement, j'allais dire, ce qui est extrêmement, qui a des conséquences sur la physiologie, le fonctionnement physiologique, mais aussi métabolique du corps, qui fonctionne au ralenti. Donc 65 à 80%. En général, la moyenne est de 70%. Donc il y a déjà beaucoup d'eau dans le corps. Donc si il y a trop d'eau dans le corps, si la personne boit trop, alors on peut le constater par un test qui est facile à réaliser, c'est si vous allez uriner plus de 3 fois par jour pour les femmes, et plus de 4 fois, 3 à 4 fois pour les hommes, c'est que quelque part, soit vous buvez trop, soit vous avez bu pendant un certain nombre de temps, plusieurs semaines ou des mois, trop de liquide, et donc vos reins sont fatigués. Donc il y a 3 réponses. Soit vous buvez trop de liquide, hein, les liquides qui ne sont pas seulement les liquides que l'on a, qui sont visibles. Vous avez des liquides invisibles, c'est des liquides que l'on absorbe dans certains plats, certains produits alimentaires qui sont extrêmement riches en eau. Toute cette eau, elle est évidemment stockée dans le corps. Donc soit il y a trop de liquide dans les apports, c'est-à-dire consommés, soit vos reins sont fatigués, et donc il faut diminuer la quantité de liquide, et avoir une activité un peu plus soutenue physiquement, soit vous avez une activité sexuelle qui dépasse vos capacités. L'activité sexuelle n'est pas fonction d'une norme, elle est fonction toujours de la constitution de la personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Mais les hommes sont plus affectés sur les activités sexuelles excessives. Alors, ce qui est... l'eau joue un rôle dans le corps, parce que lorsque nous consommons des aliments, l'aliment, il a 3 fonctions de façon générale.
La première, c'est de faire des opérations de synthèse, de biosynthèse, de fabrication d'entités humaines, c'est-à-dire fabriquer nos protéines, nos vitamines, fabriquer des quantités refabriquer des quantités d'hydrates de carbone, etc., pour fabriquer des cellules, des globules rouges, des globules blancs et d'autres types de cellules. Et c'est une des fonctions de pourquoi on mange. On ne mange pas, comme le disent certains nutritionnistes, pour consommer de l'énergie. Non, ou fabriquer. Donc c'est un premier. Le deuxième point, c'est pour maintenir notre température. Nous sommes des animaux homéothermes, et donc nous avons une température. Cette température, elle est fixée sur un degré, 37 degrés Celsius, 37,2, et cette température doit être maintenue. Elle est maintenue parce qu'elle correspond à une température optimale qui permet de réaliser tout un ensemble d'opérations énergétiques dans le corps, bioénergétiques dans le corps. Donc c'est très important de pouvoir maintenir cette température. Cette température, nous l'avons depuis des millions d'années, et elle joue un rôle très important. Donc une partie de ce que nous mangeons permet de maintenir ce qu'on appelle la thermogénèse. La troisième élément, troisième facteur, troisième cause de l'aliment, c'est l'énergie. Nous avons besoin d'énergie, et nous consommons donc des aliments pour fabriquer de l'énergie, pas seulement de l'énergie motrice, c'est-à-dire qui nous permet de bouger, ou nerveuse, mais de fabriquer une énergie très spéciale, une énergie yang, et qui permet à son tour d'organiser toutes les opérations de mutation, de transmutation dans le corps, et qui permettent lesquelles transmutations réalisent la génération des cellules, de toutes sortes de cellules, de renouvellement, qui permet aussi de jouer sur, de préserver, d'activer le système immunitaire, qui s'active des milliers ou des millions de fois par minute, mais aussi une énergie qui nous permet de faire d'autres choses, qui est une énergie électromagnétique, une énergie magnétique, et cette énergie magnétique vient alimenter le corps magnétique. Nous avons un corps biologique, mais nous avons aussi un corps magnétique qui joue un rôle très important. Alors, on constate, si vous êtes par exemple, on voit les dégâts que peuvent causer l'eau, par exemple, dans une physiologie. Ça baisse, si vous consommez trop d'eau, vous avez une baisse des activités métaboliques et enzymatiques qui jouent un rôle important, et tout ça, ce sont des activités enzymatiques catalyseurs qui sont yang, et métaboliques des opérations surtout yang, de liaison, de synthèse et de liaison, qui sont des activités ou des opérations yang. Il y a une baisse des activités. Vous avez aussi une baisse, évidemment, de la température du corps. Si vous avez trop d'eau, vous résistez moins aux variations de température, notamment à des variations qui sont pas forcément à basse température, mais ça peut être aussi dans des pays très chauds. Si vous buvez trop, eh bien à ce moment-là, vous avez des variations de température qui peuvent être destructrices. Et vous avez une augmentation de l'insuffisance rénale, on en a un petit peu parlé. Les reins se fatiguent, et à ce moment-là, comme les reins sont le soutien du cœur, de l'activité cardiaque, eh bien vous avez le cœur qui se fatigue à son tour. Et il faut savoir que le rein
fabrique de l'urine à partir du sang, et donc il doit filtrer à peu près environ 180 litres de sang par jour, c'est le travail du rein. S'il y a trop d'eau, le rein travaille énormément et il arrive à un moment où il filtre très mal, c'est-à-dire il récupère très mal. La récupération de la filtration et la purification du sang se fait très mal, et à ce moment-là, vous avez une perte de minéraux, d'acides aminés et d'un ensemble d'éléments qui jouent un rôle de yangisation dans le corps. Le rein est un organe qui récupère le yang. Le rein est yang, il récupère le yang. S'il fonctionne mal, le yang s'en va dans les urines, et il y a une installation, une yinisation dans le corps qui se fait, et donc une ouverture pour toutes les maladies yin. Vous avez aussi une acidification qui se fait au niveau du corps si le rein est touché, on a des mesures, non pas, pas seulement de l'acidification, mais on a d'autres mesures qui sont utilisées dans le domaine de la clinique biologique, comme par exemple la clairance, qui permet de voir quelle est la capacité de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la capacité de filtration de votre rein. Comme je vous l'ai dit, le rein joue un rôle de filtre. Et vous avez des conséquences qui normalement arrivent de façon très rapide. Notamment, vous devenez de plus en plus frileux, vous devenez de plus en plus passif, vous devenez de plus en plus introverti, et surtout, même si c'est un élément, même si la volonté est un élément qui peut paraître un petit peu une sorte de métaphysiologie, qui n'est pas physiologique mais beaucoup plus psychologique, pourtant, vous avez une faiblesse dans votre volonté, vous avez un affaiblissement, une diminution de la capacité ou de la volonté de faire. Donc voilà, concernant le rein, on en parlera aussi à une autre conférence, car on ne peut pas tout dire dans ce type de conférence assez brève, donc on les fait par morceaux. Il faut savoir, par exemple, lorsqu'on prend des aliments et qu'on applique ça à des aliments, il faut savoir que les fruits, par exemple, contiennent entre 70% et 90% d'eau, les oranges contiennent 90% d'eau, et si vous prenez des céréales, vous voyez que les céréales sont à peu près à 15 à 19%, 15 à 20% d'eau de contenance. Donc vous voyez tout de suite que les fruits sont yin, les céréales sont yang, lorsqu'on les compare par catégorie, donc toutes les céréales et tous les fruits. Donc on peut déjà voir yin et yang, comment on compare yin et yang. Prenons un élément concret concernant les légumes, par exemple. Si vous comparez concombres et carottes, vous voyez que les concombres contiennent 90% d'eau et les carottes 65%. Et donc vous voyez tout de suite que les carottes sont plus yang, et les concombres sont yin. Donc pareil lorsqu'on compare à ce moment-là carottes et la bardane, les racines de bardane, on voit que la carotte, on l'a vu, contient 65% d'eau, et la bardane environ à 20 à 30% d'eau. Donc la bardane est plus yang que la carotte. Donc si vous êtes dans une constitution yin, il faut éviter de boire trop. Il faut boire quand vous avez soif. Il faut apprendre à avoir soif, c'est-à-dire à avoir une éducation de la soif, c'est-à-dire à retrouver la véritable soif. Qu'est-ce que la soif? Est-ce que c'est une soif sensorielle ou est-ce que c'est une soif fondamentale? Ça, c'est une chose importante. Et puis, ne boire que quand vous avez soif, et éventuellement faire un effort pour ne pas boire systématiquement des boissons ou des boissons qui sont plutôt yin, comme par exemple les jus de fruits, les alcools, les sodas, etc. Tous ces produits, ces boissons qui sont vendus un peu partout et propagés par les marchés,
et qui sont d'ailleurs en train de créer des dégâts épouvantables sur la jeunesse américaine et la jeunesse anglaise, puisque on constate que dans ces deux pays, et notamment un peu moins dans d'autres pays anglo-saxons, mais surtout aux États-Unis et en Angleterre, on constate que ces adolescents ou ces enfants ne boivent plus d'eau, pratiquement plus. Le seul liquide qu'ils absorbent, c'est du soda, dont le Coca-Cola, mais tous les autres sodas. Et on constate une explosion de l'obésité, du diabète, des allergies, des maladies auto-immunes et d'autres types de pathologies qui coûtent extrêmement cher à ces États-là, mais qui coûtent surtout très cher à ceux qui sont touchés, à ces enfants, dont l'espérance de vie, qui ont une espérance de vie qui est diminuée les calculs amènent une diminution de 20 à 25 ans. 20 à 25 ans. Donc un garçon ou une fille de 15 ou 17 ans a des chances de décéder d'une pathologie grave à l'âge de 40 ans, par exemple. Voilà, je m'arrête là parce que le temps, lui, est très impartial. Et donc, je vous invite à à la prochaine conférence qui va venir bientôt, à la 4e, et à lire le blog Le Compas Yin-Yang, le Compas Yin-Yang, qui complémente et qui s'associe en parallèle à ces conférences. Merci, et je vous retrouve très bientôt.